tous. Moi, je suis Vladimir Moin, je suis interniste à la Croix-Saint-Simon, dans le service d'Olivier Lidov en médecine interne. Merci de me donner l'opportunité de discuter du suivi et de l'efficacité des traitements spécifiques. Voici mes conflits d'intérêts. Et donc, tout d'abord, en fait, je voulais parler de l'efficacité. Quelle efficacité à attendre des traitements spécifiques, donc que ce soit la molécule chaperone ou les deux enzymothérapies. En fait, on est face à une grande problématique puisqu'il y a des limitations dans l'interprétation des données de la littérature. L'histoire naturelle de la maladie de Fabry, en fait, la maladie de Fabry classique, la première décrite, finalement, elle est peu connue. Et elle est encore moins connue à l'ère de la transplantation rénale, mais aussi de l'usage des traitements non spécifiques que sont par exemple les IEC ou les ARA2. La description du phénotype cardiaque l'est encore moins. Donc le phénotype cardiaque non classique, late onset, variant tardif, donc l'est encore moins. Et donc l'histoire naturelle moins connue, quelle efficacité attendre des traitements, c'est un peu la grande inconnue. Pour vous donner un peu plus de visuel, voici en fait un peu l'histoire de la maladie de Fabry. Donc décrite en 1898 sur une forme classique, avec les angiochératomes, avec l'atteinte rénale. Et puis finalement, on observe que le phénotype non classique est décrit assez tardivement, dans les années 90, alors même que les traitements étaient déjà à l'essai et ont été disponibles, ont eu l'AMM en 2001 pour les enzymothérapies, 2016 pour les molécules chaperone. Donc, on a des traitements qui ont été développés alors qu'il y avait une grande part aujourd'hui de la maladie, puisqu'on considère que la plus grande majorité aujourd'hui des diagnostics sont des Fabry non classiques, donc des traitements qui ont été développés pour une maladie qu'on connaissait a priori mal. Je vous rappelle le phénotype classique, mais ça a déjà été bien décrit par M. Fouillou, donc avec une atteinte rénale qui fait en partie le pronostic de la maladie classique, des AVC précoces aux alentours de 30 ans, une maladie, comme vous le savez, qui est plus fréquente chez les hommes. Je passe sur le cœur et sur les autres atteintes. À défaut, ce qu'on a vu en face, on a la maladie non classique, donc, et comme on a observé dans la cohorte Fabry, donc la cohorte de patients français auxquels certains d'entre vous ont participé, on a pu voir que l'âge moyen au diagnostic des patients non classiques était un petit peu plus tardif, qu'ils avaient une atteinte, l'atteinte cardiaque évidente, puisque diagnostiquée souvent par là, également quelques signes ORL, et puis les signes psychiatriques ou en tout cas anxiété, dépression, comme vous l'avez bien remarqué de toute façon. Évolution attendue sans traitement, en fait, la description, elle va varier au cours du temps. Historiquement, donc en 2002, les médecins, les chercheurs qui travaillent sur la maladie de Fabry sont des néphrologues. Les néphrologues qui donc étudient les patients classiques. Et donc, qu'est-ce qu'ils observent et qu'est-ce qu'ils écrivent? Ils écrivent que l'évolution naturelle de la maladie de Fabry, c'est un DFG qui va diminuer de moins 12 millilitres minutes par an, avec une mort qui va être nettement précoce par rapport à la population générale, puisqu'on arrive avec des espérances de vie vraiment raccourcies. Là, on est à moins de 60 ans pour les hommes. Et en fait, on s'aperçoit que cette histoire naturelle de la maladie, elle va varier, puisque voici, en fait, c'est un petit peu le même schéma que vous avez présenté Olivier Lidov, mais un tout petit peu différent. C'est les différentes descriptions de l'histoire naturelle au niveau rénal, selon les études et selon les périodes. L'étude que je viens de vous montrer, moins 12 millilitres minutes, c'est une des premières études, c'est des patients vraiment néphrologiques. Et puis il y a d'autres études qui disent que c'est plutôt moins 8 millilitres minutes par an qu'on attend. Et puis il y a une étude plus récente sur la galidase bêta, histoire naturelle de la maladie sans traitement, on est à moins 3 millilitres. Et la plupart des études récentes qui concernent donc des patients, les patients qu'on traite aujourd'hui, en fait, on est plutôt aux alentours de moins 3, moins 4 millilitres minutes. Donc les patients ne sont plus les mêmes. Les patients décrits initialement ne sont plus les patients d'aujourd'hui, il faut bien l'avoir en tête. Quand on regarde aujourd'hui, ça c'est un des papiers qui fait foi pour l'évolution rénale. Raphaël Schiffman a montré environ qu'on est à moins 3 millilitres minutes par an au niveau de l'évolution du DFG
pour les hommes. Il faut garder en tête ce moins 3, on va voir après pour l'efficacité avec traitement. Donc là, c'est l'histoire naturelle sans traitement. Pour ce qui est de l'arythmie, vous vouliez avoir quelques chiffres donc dans la cohorte de Raphaël Schiffman. On a du coup une médiane, donc à 45 ans, la moitié des patients avaient eu un épisode d'arythmie. Et donc, il avait, comme je le disais, une médiane de décès aux alentours, un tout petit peu avant, je crois que c'était 58 ans. Et les patients non classiques, non traités, on a encore moins de données, bien que très récemment, en fait, le docteur Azevedo ait fait un gros travail sur la F113L, donc cette mutation portugaise, et donc est permis d'identifier le développement de la cardiopathie hypertrophique chez les variants, donc late onset cardiaque, avec un développement de la cardiopathie hypertrophique plutôt entre 30 et 40 ans chez l'homme, un peu plus tardif comme on l'attend chez la femme, avec, donc, comme vous voyez, un développement qui va plutôt être à partir de 60 ans, avec une médiane de survie sans insuffisance cardiaque pour les hommes à 65 ans, pour les femmes à 74 ans, donc un pronostic qui paraît quand même beaucoup moins sévère par rapport au phénotype classique, et donc une médiane de survie sans pacemaker à 71 ans pour les hommes, 87 ans pour les femmes. Ça, c'est l'histoire naturelle. Donc, c'est quand même important de l'avoir en tête pour après comparer l'évolution avec traitement. Et encore une fois, dans la publication de Olga Azevedo, on avait pas mal de patients comorbides, que ce soit du diabète, de la dyslipidémie, de l'hypertension. L'évolution de la néphropathie, je suis obligé de parler de la néphropathie sous traitement spécifique. Donc, on commence avec l'enzymothérapie substitutive. Là, c'est finalement pas que la néphropathie, puisque on va regarder l'évolution dans ce papier de Arends de 2018, l'évolution d'un critère composite, donc d'un événement clinique grave, puisque c'est un DFG inférieur à 15, ou une transplantation, une dialyse, la mise en place d'un pacemaker ou d'un défibrillateur, ou un événement neurologique grave, que ce soit un AVC, un AIT ou la mort. Et donc, on voit que non seulement les traitements semblent assez équivalents, mais surtout qu'ils n'empêchent pas la survenue de ces événements. Donc sous traitement, et là on arrive ici à 10 ans de traitement. On commence à avoir du coup des papiers avec 10 ans de recul, donc ça commence à être assez intéressant. Je vous rappelle l'histoire naturelle des patients classiques. On s'attend à environ moins 3 millilitres minutes par an sans traitement. Et bien avec traitement, on a entre moins 3 et moins 5. Chez les hommes classiques, c'est ce qu'on attendait. Chez les hommes non classiques, on est a priori pareil. Et chez les femmes, en fait, on a les mêmes données que l'histoire naturelle de la maladie. Vous allez me dire, est-ce que les patients étaient traités suffisamment précocement? Ça, c'est toute la question, et on ne peut pas y répondre encore aujourd'hui. Pour ce qui est, ça c'était une étude sur agalisase alpha et agalisase bêta, avec peu de différence entre les traitements. Si on prend les 10 ans de l'agalisase alpha, finalement, on a stratifié sur l'existence ou non d'une insuffisance rénale à baseline, on retrouve à peu près la même chose avec les patients qui ont une insuffisance rénale initiale sont à moins 2,8, les patients qui n'ont pas d'insuffisance rénale sont à moins 2, donc on retrouve quand même des patients, une efficacité tout de même très modérée. Là, cette fois-ci, c'est la galsidase bêta, et la galsidase bêta, encore une fois, on est à moins 3 millilitres minutes chez les hommes, et donc on retrouve l'histoire naturelle de la maladie. On parlait d'une méta-analyse, et donc Madame Eldib a fait une méta-analyse où elle a étudié les différentes atteintes. Et au niveau de l'atteinte rénale, il s'avérait qu'il y ait quand même une différence, un bénéfice à la galsidase bêta par rapport à un placebo ou à rien. Néanmoins, pour ce qui est de la galsidase alpha, c'était un petit peu la grande inconnue. Il y avait pas vraiment de différence significative entre le traitement et le placebo. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance un petit peu à privilégier l'effet dose quand on en a besoin. Pour ce qui est de l'évolution de la néphropathie sous molécule chaperone, on a peu de données encore. Il faut savoir donc qu'on ne s'adresse pas aux mêmes patients, et ça, il faut bien l'avoir en tête. Monsieur Fouillon, encore une fois, l'avait dit dès ce matin, mais
On ne peut pas comparer des patients classiques et des patients non classiques, surtout en ce qui concerne le rein. Et dans les études Princeps, qu'on voyait au niveau du CKD-EPI, pas vraiment de différence. On est là à 1 an et pas à 10 ans. Par contre, en DFG mesurant UXOL, on avait quand même une diminution du débit de filtration glomérulaire qui était assez conséquent, puisqu'allant jusqu'à moins 3 ml/minute. Et dans une étude de Lenders, en monde réel, en fait, en prospectif multicentrique sur 2 ans, sur 55 patients, que ce soit des hommes ou des femmes, on voyait étonnamment un warning, puisqu'à 1 an, on avait une diminution assez franche du débit de filtration glomérulaire. Donc ça reste à vérifier, c'est vraiment à surveiller. On ne s'y attendait pas vraiment et on ne sait pas exactement pourquoi. En tout cas, c'est des données à 1 an. On ne sait pas si ça va se stabiliser, se normaliser. On ne sait pas. Donc, warning. Pour ce qui est de l'évolution de la cardiopathie sous enzymothérapie substitutive, donc encore une fois, là, c'est les données de Ramaswamy agalsidase alpha sur 10 ans. On voit qu'on a stratifié sur l'existence d'une cardiopathie hypertrophique à baseline, et donc on voit quand même la persistance d'une progression au niveau de l'hypertrophie cardiaque sous agalsidase alpha. Encore une fois, dans ce papier et dans la plupart des papiers pour l'agalsidase alpha, il n'y a pas de stratification sur le phénotype qui aujourd'hui est quand même un prérequis et un gage de rigueur dans les études sur la maladie de Fabry. Cette étude qui a regardé l'évolution sous les 2 enzymothérapies montre quand même, alors il faut regarder ici en ordonnée la modification de la masse ventriculaire gauche et en fonction de la masse ventriculaire à baseline. Ce qu'on s'aperçoit, c'est quand même de façon assez finalement, on a quand même pas mal de points ici, donc ce qui dirait qu'on a quand même une bonne évolution sous traitement, donc à voir. LDIB a fait exactement le même travail donc sur les événements cardiovasculaires. Un événement cardiovasculaire était défini comme un infarctus, la nécessité de la mise en place d'un pacemaker ou d'un défibrillateur, une arythmie sévère ou une insuffisance cardiaque congestive, et on a à peu près la même chose que pour le rein, avec, on a l'impression quand même, un bénéfice pour la bêta et sans véritable conclusion pour l'alpha. Pour ce qui est des molécules chaperons, là, ça semble un petit peu plus clair, mais on est toujours seulement à 1 an. On a vraisemblablement, ça a déjà été discuté ce matin, un bénéfice peut-être un petit peu trop étonnant d'après ce que j'ai entendu ce matin sur la masse ventriculaire, avec des bénéfices assez importants, qui par contre, c'est le même papier que l'étude du rein, sont confortés avec des études en monde réel, avec là des diminutions de masse ventriculaire dès 1 an. Donc plutôt des signaux positifs pour ce qui est du cœur. Après, il faut voir l'atteinte neurologique. Alors l'atteinte neurologique, dans la maladie de Fabry, les événements sont quand même très rares, et donc il n'y a pas beaucoup de choses qui sont sorties. Et surtout, ce qui est retenu, c'est la méta-analyse d'LDIB. Et la méta-analyse d'LDIB, pour le coup, c'est la seule fois où il y a une différence entre bêta et alpha, avec nettement, donc de façon significative, un avantage pour la bêta. Et donc, si on doit dire aujourd'hui qu'il y a une supériorité d'un traitement par rapport à l'autre, c'est uniquement sur ce papier où la bêta est supérieure à l'alpha pour les événements cérébrovasculaires, c'est-à-dire l'AIT ou l'AVC. On va parler du suivi, donc on parle du lyso-Gb3. Avec Foodil, on a déjà vu ce matin que le lyso-Gb3 était de base plus élevé chez les patients classiques que chez les patients non classiques, c'est-à-dire les patients qui ont une activité enzymatique au tapis par rapport aux patients qui gardent une activité enzymatique résiduelle. Et donc, logiquement, il est plus élevé, le lyso-Gb3, chez les hommes que chez les femmes. Le lyso-Gb3 peut avoir son intérêt dans le dépistage finalement des anticorps, puisqu'on s'est aperçu que les patients qui développaient des anticorps avaient un lyso-Gb3
qui remontait. Mais sinon, de façon assez connue maintenant, on sait que sous traitement, le lyso-Gb3 va chuter et après relativement se stabiliser. Et donc, on va plutôt utiliser le Gb3 comme un marqueur de suivi pour savoir si le traitement est bien pris ou s'il y a le développement d'anticorps. Comme Foudil l'a montré ce matin, le lyso-Gb3 sous migalastat, il n'y a pas, c'est la même évolution que sous enzymothérapie, une chute initiale, puis une stabilisation. Et donc, comme le conclut Bichet, le lyso-Gb3 n'est pas un bon biomarqueur pour le suivi de l'efficacité des traitements. Donc, ce n'est pas un marqueur d'activité. Et aujourd'hui, on l'utilise surtout pour voir l'observance du traitement ou alors la perte éventuelle d'efficacité d'une enzymothérapie avec éventuellement le développement d'anticorps. Ces anticorps, du coup, en fait, il a été montré par nous comme par d'autres que les anticorps sont développés chez des patients qui sont les plus sévères, c'est-à-dire les patients qui ont une mutation de non-sens, un décalage du site de lecture, ce sont donc des patients classiques, des patients qui ont de façon basale un lyso-Gb3 plus élevé. Et est-ce que les anticorps, donc j'ai déjà abordé tout à l'heure lors d'une intervention, est-ce que les anticorps ont un impact clinique? Aujourd'hui, c'est discuté. Nous, dans la cohorte française, on n'a pas réussi à sortir d'événements cliniques liés aux anticorps. Après, une fois qu'on avait stratifié sur le phénotype. Après, l'équipe de Lenders, sur une étude longitudinale un peu plus longue, avait réussi à avoir une évolution un petit peu plus péjorative. Comment fonctionnent les anticorps? En fait, il y a deux modes, de fonctionnement, où, comme on l'a évoqué tout à l'heure, les anticorps vont inhiber l'uptake intracellulaire et donc bloquer l'entrée de l'enzyme dans les cellules et voir l'adressage intralysosomal en bloquant le résidu mannose-6-phosphate, ou alors il va y avoir des anticorps directement dirigés sur le site actif et là bloquer l'activité, même si l'enzyme arrive à destination. Et donc les deux phénomènes sont observés. Aujourd'hui, tout ce qu'on sait, c'est que ça ne justifie pas à ce jour de modification thérapeutique. Et la seule piste qui a été proposée, qui a été montrée efficace, c'est une augmentation de la dose. Mais peu après l'augmentation de la dose, on a encore plus d'anticorps, comme l'a montré Lenders. Donc aujourd'hui, on n'a pas de solution. On n'a pas de solution, tout simplement. Dans la vraie vie, donc ça, c'est les données de la cohorte. C'est pour vous montrer l'histoire actuelle. Dans la cohorte Fabry, au niveau arythmie, la médiane, on est chez les patients hommes classiques aux alentours de 45 ans. Chez les patients non classiques, on est plutôt au niveau médiane, on est plutôt à 60 ans. C'est pour savoir à peu près quand doit-on attendre les événements. Après, il y a bien sûr le biais que ce sont des arythmies qui ont été diagnostiquées. Et donc là, on n'est pas sur des symptômes infracliniques. Pour l'événement cardiaque sévère qu'on avait défini comme un symptôme supérieur à 17, une FEVG inférieure à 50, de Langor, la nécessité d'un dispositif ou d'une transplantation cardiaque, donc des choses qu'on avait estimé un petit peu dur, on avait vu quand même que la médiane sans événements sévères chez les patients classiques était quand même à moins de 55 ans. Et donc, ça prouve quand même que les hommes, aujourd'hui, malgré le traitement, développent des événements sévères. Chez les femmes, on a les mêmes courbes, mais déviées vers la droite, avec une médiane de survie sans hypertrophie dans la cohorte française à 62 ans, et une médiane de survie sans événement cardiaque sévère chez les femmes, donc toutes les mutations confondues à 75 ans. Quel est le but du suivi? Moi, je parle en tant qu'interniste, donc le but du suivi, avant tout, c'est la relation médecin-malade, parce que c'est une maladie chronique. Vous le savez, il n'y a pas que le cœur ou le rein, il va y avoir la douleur, le fonctionnement global, donc tous ces items du SF36 qui, on le voit, malgré le traitement, en fait, sont tous vers la dégradation. Et donc, il faut vraiment accompagner le patient, même quand nos traitements ne sont pas forcément miraculeux, en attendant éventuellement un traitement miraculeux par la suite.
Ce suivi doit être multidisciplinaire, ça a déjà été évoqué avec évidemment vous, cardiologue, mais également le néphrologue, l'ORL pour la prise en charge des troubles de l'audition. Le psychothérapeute, le psychiatre, c'est vraiment très important. On a énormément de patients avec une symptomatologie anxio-dépressive, donc vraiment très important. Et les associations de patients sont d'une aide très précieuse, puisqu'elles ont des réponses très pratiques à des questionnements que l'on n'a pas forcément. On n'a ni le questionnement ni les réponses. Donc ces associations sont d'une grande aide aujourd'hui, et évidemment la prise en charge sociale. Sur le plan réglementaire, entre guillemets, que nous dit le PNDS? En fait, des choses assez simples. Un suivi néphrologique tous les 6 mois, et puis un suivi, finalement, une exploration du bilan des facteurs de risque cardiovasculaire annuel. Rien de plus. Et finalement, il faut aller chercher les données les recommandations d'Ortiz, donc, qui nous rappelle que ce suivi doit être personnalisé, et on doit avoir en tête du coup non seulement le phénotype classique, non classique, mais également la mutation, puisqu'on en a parlé ce matin. Il y a des polymorphismes bénins et il y a des mutations plus ou moins sévères, avec nécessité d'un suivi plus ou moins serré. Dans ces mêmes recommandations, qu'est-ce qu'on voit? On voit, ça a déjà été discuté, donc évidemment un suivi au moins annuel pour les hommes. Pour les femmes, on l'a vu, il peut débuter à un âge un petit peu plus tardif, et on peut débuter avec un suivi tous les 2 ans. Évidemment, on parle des patients asymptomatiques ici, avec un resserrement si apparition des symptômes. Donc évaluation clinique, évaluation rénale, on en a déjà discuté, tous les 6 mois, 1 an. Dans les recommandations d'Ortiz, il est recommandé ECG, ETT, Holter des 48 heures tous les ans, une IRM cardiaque si suspicion de progression, avec idéalement le T1 mapping, on en a bien parlé aujourd'hui, et l'IRM cérébrale au moins tous les 3 ans. Ça, c'est très discuté. Il y a des gens qui n'en font que sur point d'appel. Le lysogB3 tous les ans, ça peut encore une fois permettre pas de surveiller l'efficacité, mais plutôt un échappement au traitement, et ou la bonne prise de ce traitement, des EFR tous les 2 ans. Il y a une autre recommandation cardiologique plus récente qui est assez similaire, si ce n'est que cette fois-ci, il recommande un Holter des 24 heures. Alors nous, dans le service, on était en train de discuter et on privilégierait des Holters de 48 heures, mais ça, c'est vous qui décidez, vous êtes plus à même de répondre à la question. En tout cas, il y a donc une conférence de consensus d'experts qui reprend ces données avec le CG, le Holter, le TT. Le test d'effort uniquement en cas de CMH ou symptômes. L'IRM cardiaque, donc tous les 5 ans. Le Holter implantable, ça a été discuté précédemment, et puis la troponine comme marqueur de suivi. Ça, je vais passer rapidement, ça reprend un petit peu ce que j'ai dit. Pour les recommandations, il y a des choses, c'est peut-être plus pour moi qui ne suis pas cardiologue, mais on rappellera quand même la fréquence assez élevée des bradycardies chez les patients qui ont une maladie de Fabry, et donc il était préféré dans ces recommandations un maintien du rythme sinusal plutôt qu'un ralentissement du fait de ces bradycardies. Rappelez que le CHADS2, CHADS-VASc ne sont pas recommandés chez les patients Fabry. Privilégier les anticoagulants de nouvelle génération. Et puis, c'est comme l'aminoside, l'amiodarone, on le rappelle, joue sur le pH intralysosomal et peut interférer sur l'enzyme. Donc finalement, je ne sais pas si j'ai pu vous éclairer sur l'efficacité. Je pense que vous avez compris que aujourd'hui, avec les modalités actuelles de traitement, on remarque qu'il y a peu d'efficacité à atteindre des traitements, notamment sur l'atteinte rénale. Il y a un potentiel d'amélioration si on débute éventuellement le traitement avant un point de non-retour, mais ça reste une hypothèse, c'est pas du tout sûr ni certain. Il n'y a pas de recul, il n'y a pas encore suffisamment de recul sur le Miguel-Asta, et pour l'instant, on a plutôt un warning à 12 mois, donc surveillance rénale importante.
Quant à l'efficacité démontrée sur l'hypertrophie cardiaque, il y a au moins une stabilisation, si ce n'est une amélioration avec les enzymothérapies. Ça paraît un peu plus net avec le migalastat. Encore une fois, moins de recul. Et ça nécessite du coup un suivi, une prise en charge à la fois individualisée et multidisciplinaire. Je vous remercie.